Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo spécialement consacrée à la cérémonie des Oscars. Ah, les Oscars, sans doute l'une des cérémonies, si ce n'est la cérémonie, la plus prestigieuse pour l'histoire du cinéma. Cette cérémonie a pour but de classifier et de donner des récompenses à des films pour certaines performances qu'ils donnent, comme le jeu d'acteur, la photographie ou la musique. Cette cérémonie est importante non seulement pour analyser l'évolution de l'histoire du cinéma, mais aussi pour pouvoir faire ses propres pronostics pour les critiques cinéphiles et pour voir lequel d'entre nous sait le mieux analyser un film, en tout cas selon l'Académie des Oscars. Vous me connaissez, je ne suis pas original pour un sou et donc je vais naturellement faire mes propres pronostics pour les Oscars. Mais vous savez quoi ? C'est un événement beaucoup trop important pour moi pour que ces pronostics soient faits tout seuls, chacun dans son coin, juste comme ça. Ces pronostics doivent avoir pour moi une sorte de sens, doivent avoir pour moi un moyen de savoir qui de vos critiques youtubeurs préférés savent le mieux analyser les films, toujours selon l'Académie des Oscars. Et donc pour cela, au lieu de faire ces pronostics tout seul, j'ai décidé d'inviter certains youtubeurs critiques ciné à me rejoindre pour ces pronostics. Chers youtubeurs, présentez-vous. Bonjour à tous et bienvenue à l'Auberge des Cinéphiles. Au menu aujourd'hui, je vous propose mes prédictions pour les Oscars. Salut à tous, c'est Loris de la chaîne Oloris et aujourd'hui je ne viens pas vous parler de rêves lucides ni même de mon absence prolongée sur YouTube, mais bien vous faire mes pronostics pour les Oscars. Merci à toi Alexandre, bonjour à tous. On est donc parti pour pronostiquer les Oscars 2018. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les Oscars 2018. Critiques, avis en détail et batailles féroces sont au rendez-vous, mais surtout, avant tout, que le meilleur gagne. Chacun d'entre nous va donc faire les pronostics pour chacune des catégories des Oscars, allant des meilleurs effets visuels jusqu'aux meilleurs films. Je ne compte pas les meilleurs courts-métrages et les meilleurs films étrangers parce que d'une, je n'ai pas la garantie qu'on puisse voir tous ces films. Moi-même, je n'ai pas vu les films étrangers et les courts-métrages. Et au moins dans les autres catégories, ce sont des films que normalement, globalement, tout le monde a vu. Nous allons recueillir chacun des pronostics de chacun des youtubeurs critiques ciné invités et nous allons comptabiliser les points qu'ils auront lorsque nous aurons les résultats des Oscars. Et celui qui comptabilisera le plus de points sera nommé roi ou reine du YouTube ciné. Mais assez perdu de temps en bavardage, passons tout de suite aux nominations et aux pronostics. Dans la catégorie meilleurs effets visuels sont nominés Blade Runner 2049, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, Kong Skull Island, Star Wars Les Derniers Jedi et La Planète des Singes Suprématie. Chers youtubeurs, à vos pronostics. Alors on commence par les meilleurs effets visuels. À mon sens, je vois mal comment War for the Planet of the Apes pourrait ne pas gagner cet Oscar, donc je le mets gagnant sans trop d'hésitation. Pour les meilleurs effets visuels, je prédis qu'il sera pour Blade Runner 2049, qui pour moi, visuellement en tout cas, a été un véritable coup de cœur, beaucoup plus que les autres sélectionnés. Pour ce qui est de l'Oscar des meilleurs effets visuels, ma préférence ira à Blade Runner 2049, tout simplement parce que c'est celui qui a l'univers dans lequel je crois le plus quand je regarde le film, qu'il n'utilise pas trop d'effets numériques, ou en tout cas quand il les utilise, ces derniers sont totalement assumés comme des effets numériques ou alors ne sont pas détectables. De plus, c'est également l'univers dans lequel je me reconnais le plus et que je trouve le plus réussi visuellement. Donc, Dans la catégorie meilleurs effets spéciaux, pour moi, sans aucun doute, c'est un choix qui est évident, qui manque de subtilité, etc. Mais je pense que ce sera encore une fois un Planète des Singes qui sera récompensé tout simplement parce que c'est vrai que les effets spéciaux des Planètes des Singes sont bluffants. Absolument bluffants. Et si on parle dans une catégorie qui est purement technique comme celle-là, voilà, il n'y a aucun film cette année qui lui est arrivé à la cheville en tant qu'effets spéciaux, je parle. Je pense que Blade Runner 2049, de par son aspect, comme je vous disais, artisanal, gagnera d'autres prix techniques qu'il mérite.
mais peut-être pas celui-ci. Mais je pense que voilà, La planète des singes c'est un choix évident, peut-être trop évident, vers lequel le comité ne se tournera pas, donc là-dessus je fais un choix peut-être un peu risqué, parce que c'est peut-être tellement évident que personne ne fera ce choix-là. Mais oui, c'était vraiment un film bluffant, quoi. Ces effets, c'est incroyable. Eh bien pour moi, l'Oscar des meilleurs effets visuels reviendra à Blade Runner 2049. Je trouve que c'est celui dont les effets visuels sont les plus créatifs, ce qui nous a donné certaines scènes assez belles et assez poétiques, comme la scène d'amour holographique, et je trouve que c'est celle qui arrive à créer tout un univers de science-fiction à lui tout seul. Pour la catégorie meilleur mixage du son, sont nominés Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkerque, La forme de l'eau ou Star Wars, Les Derniers Jedi. Meilleur mixage sonore, pour moi c'est Dunkerque. Le film, voilà, n'est pas parfait, mais je pense qu'au niveau du travail sonore, pour moi c'est impeccable ce qu'ils ont fait, donc Dunkerque, meilleur mixage sonore, pour moi il va l'avoir. Pour le meilleur mixage son, je pense que ça pourrait être Baby Driver. J'ai pas vraiment de quoi le défendre, donc on va s'arrêter là. L'Oscar du meilleur mixage son, pour moi, il irait à Baby Driver, parce que finalement, c'est celui qui a, je pense, le meilleur travail de ce côté-là. Après, c'est assez logique, vu que le montage, la rythmique et même la narration du film est basée sur la musique. Donc finalement, c'est pas si étonnant que ça. En plus, ce qu'il faut savoir avec Baby Driver, c'est que c'est un film, si vous l'écoutez avec des écouteurs, et bien au moment où Baby retire un de ses écouteurs, et bien vous allez perdre le son du côté de l'écouteur qu'il a retiré. Et ça, je trouve ça vachement stylé. Dans la catégorie meilleur mixage sonore cette fois-ci, et pour moi encore une fois comme Star Wars 8, ça relève de l'évidence et c'est vraiment un film qui n'a aucun concurrent direct, sauf peut-être Baby Driver que je n'ai pas vu, donc je peux pas juger là-dessus, mais en tout cas de tous les autres films je les ai vus. Et pour moi, c'est vraiment évident que ça doit être celui-ci, c'est Dunkerque. Parce que le travail du son, de l'ambiance sonore dans Dunkerque, avec cette oppression constante sonore de ces tic-tac, de la bande-son rajoutée au souffle omniprésent des personnes, des bombes constantes au loin, enfin je veux dire, c'est vraiment le son... c'est vraiment le son, en plus de l'image, qui crée une ambiance aussi oppressante, angoissante et étouffante dans Dunkerque. C'est vraiment, je crois, le film qui m'a le plus impressionné sur ce plan-là depuis très longtemps. Eh bien pour ma part, ce sera Dunkerque, tout simplement parce que je trouve que le mixage du son dans Dunkerque arrive à donner une ambiance assez pesante, assez chronomètre dans le film. Tout donne une espèce de tic-tac, comme une espèce de bombe à retardement qui se prépare à exploser, et je trouve que c'est l'effet qui a été le plus maîtrisé dans le film. Pour la catégorie montage de son, sont nominés Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkerque, Star Wars Les Derniers Jedi et La forme de l'eau. Meilleur son, pour les mêmes raisons, je mets Dunkerque également. Pour le meilleur montage de son, ça serait pas mal que ce soit Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi qui l'obtiennent. Parce que même si j'aimerais bien que ce soit encore Baby Driver toute la vie, à mon avis un petit Star Wars avec un prix, je vois pas où est-ce qu'il pourrait en avoir par ailleurs. Alors, Oscar du meilleur montage son, donc, dans le cas présent, ma préférence sera toujours à Baby Driver, puisque je trouve que c'est également le film qui travaille le mieux le rapport entre l'image et le son. Donc voilà, donc Baby Driver, pour moi, Oscar du meilleur mixage son et Oscar du meilleur montage son. En catégorie meilleur montage son, vous allez me trouver con. Je pense que ça l'est peut-être un peu. Mais moi j'ai envie de parier sur Star Wars 8 pour une scène. La scène où le son se coupe et où le vaisseau est détruit par la vitesse lumière. C'est tout bête, mais le fait de ne plus avoir de son à ce moment-là était un choix tellement judicieux, tellement artistiquement et symboliquement important à ce moment-là de l'histoire, tellement narrativement parlant, qu'il y a eu une vague d'émotions
une espèce de soupir collectif de la salle qui a été tellement intense que je pense qu'il n'y a aucun montage son dans tous les films nominés dans cette catégorie qui a eu cet impact-là sur le spectateur. Moi j'ai vraiment envie de parier sur Star Wars 8 parce que... et je dois bien avouer, à titre personnel, j'aimerais bien que Star Wars reparte avec un petit Oscar. Si ça peut être dans cette catégorie-là, catégorie qu'il n'a pas volée parce que, voilà, travail symbolique absolument immense, je parie dessus. Pour ma part, cette fois-ci, ce sera Baby Driver qui remportera cette catégorie. Tout simplement parce que je trouve que la manière dont le film a été monté pour faire correspondre ces scènes musicales à des clips est très bien travaillé et assez bien trouvé. Et ça ne se résume pas aux clips musicaux, mais aussi au son en général. Par exemple, les effets d'acouphènes lorsqu'on tape sur les oreilles du héros. Pour la catégorie meilleur décor sont nominés Blade Runner 2049, La Belle et la Bête, Dunkerque, Les Heures Sombres et La Forme de l'eau. Meilleur décor, alors la petite hésitation, mais je pense que je vais mettre La Forme de l'eau. Je pense qu'au niveau des Oscars techniques, le film de Del Toro va quand même en rafler un paquet, donc je mettrai La Forme de l'eau au niveau des meilleurs décors. Pour le meilleur décor et direction artistique, une fois encore, j'ai envie de dire Blade Runner 2049. Parce que ce qui fait que le décor visuellement il est beau, c'est surtout sa DA. Et je défendrai sa DA jusqu'au bout du monde. Pour ce qui est de l'Oscar du meilleur décor, je dirais Blade Runner 2049 pour ma part. Un peu comme pour les effets visuels, hein, c'est celui que je trouve qui a tout simplement les décors les plus travaillés, qui arrive à reconstruire un univers de A à Z, sans pour autant en faire trop ni pas assez, trouvant relativement le juste milieu, et qui réussit à créer un monde qui a du vécu. Dans la catégorie meilleur production design, à mon avis, une fois de plus, comme je vous l'avais dit pour la catégorie meilleure photographie, ce sera Blade Runner 2049 qui va remporter l'Oscar et haut la main, de par son aspect, sa volonté très artisanale, le fait que tout soit fait en live, et le fait qu'il soit visuellement très marquant, très fort, avec beaucoup de symbolique, bien plus que, hélas, Dunkerque, qui est son concurrent direct, parce que dans la même philosophie, mais qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, commun au niveau de ce qu'on voit, au niveau visuel. Et en plus Blade Runner 2049 pour toutes les stratégies toutes les stratégies pratiques en fait, logistiques qui ont été mises en place pour créer ce film, au niveau des montages lumière qui étaient des plans de feu énormes, etc. Je pense vraiment que c'est Blade Runner 2049 qui remportera l'Oscar et qui à mon avis est le mieux pourvu pour. Eh bien pour ma part ce sera Blade Runner 2049. Je trouve que les décors sont assez créatifs et construisent assez bien un univers de science-fiction totalement nouveau. D'autant plus que c'est un univers qui ne se base pas sur des décors existants, donc c'est déjà bien plus difficile à reproduire selon moi que des décors historiques. Pour la catégorie meilleure chanson sont nominés Mighty River pour Mudbound, Mystery of Love pour Call Me By Your Name, Remember Me pour Coco, Stand Up For Something pour Marshall et This Is Me pour The Greatest Showman. Meilleure chanson. Alors là, je sais que beaucoup vont mettre la chanson de Coco, mais moi je vais mettre Mighty River de Mary J. Blige pour Mudbound. Je le sens assez bien sur ce coup-là. Pour la meilleure chanson originale, alors je n'ai pas vu tous les films, mais je les ai tous écoutés sur YouTube. J'ai envie de dire This Is Me de The Greatest Showman, qui donne quand même nettement plus envie de se remuer les fesses que les autres titres. Pour l'Oscar de la meilleure chanson originale, je dirais This Is Me de The Greatest Showman, parce que c'était un des meilleurs points du film. Et parce que c'est la seule de la liste qui m'est vraiment marquée, tout simplement. Je pense que ce sera le film Coco avec la chanson Remember Me qui remportera ce titre-là parce que c'est déjà une chanson qui tourne partout sur internet, qui a un gain de popularité énorme, que tout le monde connaît déjà, même moi qui n'ai pas vu le film, elle est déjà complètement universelle, elle est très belle en plus, elle parle de termes très importants. Je vois difficilement comment on pourrait surpasser l'universalité, la beauté, la popularité de cette bande-son là. Donc à mon avis, pour moi, ce sera Coco le grand gagnant.
Malheureusement, il y a deux films que je n'ai pas pu voir, à savoir Mudbound et Marshall, parce que fuck you Netflix. Mais si je devais choisir parmi ceux que j'ai vus et entendus, je dirais Remember Me de Coco. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé Mystery of Love si intriguant et si reprenant que ça, et que je déteste le fait qu'on ait choisi 666 pour représenter The Greatest Showman, alors que pour moi la meilleure musique du film c'est sans conteste The Greatest Show. Pour la catégorie meilleure bande sonore, sont nominés Dunkerque, Star Wars Les Derniers Jedi, Phantom Thread, Free Billboard Les Panneaux de la Vengeance et La Forme de l'eau. Meilleure musique, Hans Zimmer pour Dunkerque. Là aussi, la musique, elle fait polémique. C'est quelque chose d'extrêmement particulier, mais justement, je pense que si les Oscars veulent privilégier la singularité, Dunkerque et sa musique méritent de gagner, donc meilleure musique. Pour Dunkerque également, et Hans Zimmer. Pour la meilleure musique de film, alors c'est un petit peu particulier parce que franchement, j'en ai trouvé aucune vraiment mémorable. Alors du coup, on va dire Dunkerque parce que c'est Christopher Nolan, enfin c'est un film de Christopher Nolan, donc j'aimerais forcément qu'il ait un prix quelque part et je vois pas trop où est-ce qu'il pourrait en avoir par ailleurs. Et en plus, comme là c'est Hans Zimmer, ça se défend, on va dire que c'est cohérent. Pour ce qui est de l'Oscar de la meilleure musique, je dirais The Shape of Water, tout simplement parce que c'est toutes les bandes originales, celles qui apportent le plus par rapport au film, puisqu'il apporte énormément, ne serait-ce que de par la temporalité du film, avec cette espèce d'ambiance style années 50, le tout avec quand même une part de fantastique et de mystère, et que ça crée un enrobage qui n'en fait ni trop ni pas assez, et que je trouvais ouais, franchement réussi et assez marquant pour le coup. Je pense que pour son sens de l'émotion, pour le fait que ce soit une musique qui colle à 100% à son sujet et qui en plus est un thème marquant, chose qui n'est hélas pas le cas des autres films nominés je trouve dans cette catégorie-là. Je pense que c'est The Shape of Water avec la magnifique, extrêmement brillante bande originale de Alexandre Desplat. Je pense que c'est ce film-là qui remportera cette catégorie et en tout cas je l'espère de tout mon cœur parce que c'est une bande son qui est riche, qui est intense, dont on se rappellera dans une dizaine d'années et je vous dis à mon avis c'est pas le cas des autres films qui sont nominés dans cette catégorie. En tout cas pour moi c'est déjà un coup de cœur de mes bandes originales préférées de 2018 et je pense que ça restera un de mes coups de cœur des bandes originales préférées tout court. Pour ma part, je dirais que ce sera Phantom Thread qui remportera cet Oscar, parce que la plupart de ses musiques sont très orchestrales et assez majestueuses. J'avais hésité à un moment donné avec La Forme de l'eau, mais c'est vrai que La Forme de l'eau sont des musiques préexistantes, donc ça influe plutôt sur le choix. Je donnerai donc là où les musiques sont plutôt originales et majestueuses. Pour la catégorie meilleur maquillage et coiffure, sont nominés Les Heures Sombres, Wonder et Confident Royal. Meilleur maquillage et coiffure, Darkest Hour. C'est sûr, il l'a déjà gagné d'avance. Donc, next. Meilleur maquillage et coiffure, alors pourquoi pas Les Heures Sombres, parce que honnêtement les deux autres films je pense qu'ils sont déjà très contents d'être sélectionnés, donc ça s'arrête là pour eux. Meilleur maquillage et coiffure, je dirais Les Heures Sombres. Pas tant que l'effort de maquillage et de coiffure soit si important dans l'ensemble du film, mais simplement pour la performance que représente le fait d'avoir grimé Gary Oldman en Churchill. Je pense que l'Oscar lui revient de droit, donc voilà. Vous voyez finalement à force de parler j'étais en train de me dire que c'était Confident Royal, que c'était sûr, que c'était évident, mais en fait Gary Oldman a été si bien transformé que lorsque j'ai vu la bande-annonce je ne pensais même pas que c'était lui. Et je pense que pour ça, pour une telle prouesse, ce serait Darkest Hour en fait qui remporterait cette catégorie-là. Allez, je parie sur Darkest. Alors, je ne vais pas être très original je pense pour ce coup-là, puisque je vais choisir Les Heures Sombres, qui a tout simplement époustouflé tout le monde avec la façon dont Gary Oldman a été grimé en Winston Churchill. Wonder, je n'ai pas trouvé le maquillage si intéressant que ça,
Et pour ce qui est Confident Royal, je tiens que c'est plus les costumes qui sont impressionnants que le maquillage et les coiffures. Pour la catégorie meilleur montage, sont nommés Baby Driver, Moi Tonya, Free Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, La Forme de l'eau et Dunkerque. Meilleur montage, là aussi je vais mettre Dunkerque, vu le travail complètement dingue qui a eu lieu au niveau du montage sur ce film, pour moi il doit le gagner. Pour le meilleur montage, Baby Driver, s'il vous plaît. Hein. Là, à mon avis, c'est là où ça se discute le moins, donc je serais scandalisé si c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas photo. Meilleur montage, Baby Driver. Alors, je pense que c'est Baby Driver qui va l'avoir, parce que effectivement, c'est celui qui a un travail sur le montage qui est assez fou. Dunkerque aussi a un travail sur le montage qui est assez fou. Même si en vrai, je pense que moi, ma préférence serait peut-être à Moi Tonya, qui a pas mal d'idées assez intéressantes en termes de montage, ne serait-ce que ce montage parallèle entre la narration du film et les interviews des personnages, ou la temporalité, ou ne serait-ce que la façon de raccorder les événements entre eux. Enfin, clairement, Moi Tonya, en termes de montage, c'est du très très bon boulot. Et assez naturellement, c'est à lui que je donnerai l'Oscar. Moi, celui qui ressort le plus du lot, sans aucune commune mesure, c'est Dunkerque de Christopher Nolan. Encore une fois, je pense que ce qui vaut le plus dans ce film, c'est le travail qui est fait au niveau de la tension, de l'angoisse, de cette espèce de temps très lent, de cette espèce d'attente permanente. On sait que quelque chose va arriver, mais on n'arrive jamais à savoir quand, pourquoi. En plus, c'est un travail du son qui est énorme, c'est très étouffant. Je pense que pour tout ça, et pour cette gestion de la temporalité, de ce temps qui s'étire, cette technique de l'élastique poussée jusqu'au bout, mais vraiment dans une beauté et un sens artistique absolument génial, c'est pas du tout gratuit. Je pense que c'est Dunkerque qui remportera l'Oscar dans cette catégorie et qui en plus le mérite le plus. Et bien pour ma part, ce sera un doublé avec le montage du son, puisque pour moi c'est Baby Driver qui remportera l'Oscar. Car effectivement, je ne peux pas dire qu'il a un bon montage de son sans dire qu'il y a un bon montage pour nous donner des clips musicaux comme ils nous ont donné tout au long du film. Pour la catégorie meilleure création de costumes, sont nominés La Belle et la Bête, Phantom Fred, Confident Royal, Les Heures Sombres et La Forme de l'eau. Meilleur costume, ben voilà, je pense qu'on va en donner pas mal donc à La Forme de l'eau, donc je mets La Forme de l'eau également. Pour les meilleurs costumes, eh bien pourquoi pas La Forme de l'eau, parce que pour le coup la créature est vraiment bluffante, j'ai même cru à des CGI au début. Et ouais, à mon avis, pour le costume de la créature, La Forme de l'eau peut vraiment se défendre avec cet Oscar. Pour l'Oscar de la meilleure création de costume, je pense qu'assez logiquement ça devrait être Phantom Thread, vu que c'est un peu le sujet du film, vu qu'on suit un couturier, que visiblement les robes ont été créées pour le film, donc en vrai je ne vois pas comment cet Oscar pourrait aller à un autre film qu'à Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. En tout cas, pour moi, ça paraît l'évidence. Pour la catégorie meilleur costume, je suis en train de regarder les films nominés, c'est pertinent. Je dois dire que le choix est très très pertinent et pour le coup c'est vraiment serré. Évidemment le choix le plus évident, je pense que ce serait de dire La Belle et la Bête, le remake version live action avec Emma Watson qui est d'une beauté incroyable et dont les costumes sont devenus au fur et à mesure des années de véritables symboles. Ils sont devenus, vraiment la robe de bal qu'on imagine tous et toutes en étant gamins, c'est la robe de La Belle et la Bête, c'est vraiment devenu quelque chose de très symbolique. Ceci étant, comme ce sont des costumes qui sont issus à la base du dessin animé, je suis pas sûre que le fait de le faire en live action, au-delà de la prouesse à mon avis technique que demande effectivement de refaire ces costumes, je pense que la portée symbolique et magnifique qu'ils ont n'est pas forcément
illustré spécialement par le fait que ce soit du live action. À mon avis, c'était tout aussi bien qu'il soit en dessin animé, donc je pense pas que ce soit ce film-là qui remportera la catégorie. À mon avis, pour les travaux de broderie, de draperie, le travail historique qui a été fourni de reconstitution, ne serait-ce qu'au niveau des détails colorés, de la justesse des textures, ce sera le film Victoria et Abdul, du coup Confident Royal, qui gagnera ce titre. C'est un film sympathique, pas cinématographiquement ultra fou, mais c'est vrai qu'au niveau des décors et des costumes, ce film est incroyable. Et vraiment les costumes, je vous dis, il y a beaucoup de plans en fait qui mettent le costume en avant. Et je pense aussi que pour cet amour du vêtement, cet amour de l'histoire, cet amour du patrimoine que ces vêtements portent, ouais, moi je vois bien ce film la gagner. Alors pour cette catégorie, j'ai envie de faire un effet Suicide Squad. L'année dernière, le film Suicide Squad a été récompensé aux Oscars pour les meilleurs maquillages et coiffures, alors que c'était un film majoritairement décrié. Eh bien, La Belle et la Bête, c'est un film majoritairement décrié, mais j'adorerais qu'il remporte l'Oscar de la meilleure création de costume. Alors je vais choisir La Belle et la Bête, même si je doute qu'il va le remporter. Pour la meilleure photographie sont nominés Les Heures Sombres, Dunkerque, La Forme de l'eau, Mudbound et Blade Runner 2049. Meilleure photographie, La Forme de l'eau, je pense aussi qu'il devrait l'avoir à ce niveau-là. Pour la meilleure photographie, alors je pense que je deviens prévisible, mais Blade Runner 2049, hein, s'il vous plaît, c'est encore une fois magnifique. Donc sans hésiter, franchement, je regarde les autres sélectionnés et non, donner la meilleure photographie à Blade Runner, c'est un... Ouais, je pense que Blade Runner 2049 le mérite amplement. La photo du film est sublime. The Shape of Water était pas mal non plus, mais non, ma préférence ira à Blade Runner 2049 pour le coup. Le travail sur la lumière est assez ouf. Et c'est un film de SF cyberpunk, ça s'y prête super bien, donc oui. Blade Runner 2049. Pour la meilleure photographie et le meilleur plan esthétique de cette année, pour moi, sans conteste, de très très loin, le film qui s'est le plus illustré de par sa plasticité, c'est Blade Runner 2049. J'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt au film, mais il faut bien reconnaître que visuellement, il est complètement irréprochable. Et je pense que c'est un film qui est d'autant plus important dans une industrie cinématographique qui est de plus en plus bouffée par les effets spéciaux, que pratiquement tout, 90% de ce qui a été présenté, est fait en live. Que ce soit les effets colorés, les effets de lumière, les décors, enfin tout est présent visuellement. Et je pense que ne serait-ce que pour cet aspect-là, qui défend vraiment un cinéma un petit peu, comment dire, artisanal, avec un vrai savoir-faire derrière, qui ne se passe pas que derrière un écran. Je pense vraiment que c'est Blade Runner 2049 qui remporterait cette catégorie, et en tout cas c'est celui qui le mériterait le plus. Ceci étant, il y a quand même un concurrent assez important à la chose, qui défend aussi un côté très artisanal, un savoir-faire un petit peu à l'ancienne, etc. C'est Dunkerque de Christopher Nolan. Encore une fois, pour le jeu de lumière et toutes les ambiances qu'il nous donne, je donnerai la récompense à Blade Runner 2049, qui pour moi a encore su donner de la crédibilité à son univers par ses décors, ses effets visuels et sa photographie. Pour le meilleur film d'animation sont nominés Coco, Baby Boss, Ferdinand, La Passion Van Gogh et Parvana. Meilleur film d'animation, Coco. Il n'y a pas énormément de concurrence cette année, donc Coco, à mon sens, l'aura assez facilement. Meilleur film d'animation, est-ce qu'on n'a pas envie de dire le Disney, un petit peu comme chaque année, hein? Surtout que des années précédentes, il y avait un petit peu de la concurrence. Là, j'ai l'impression qu'à part Coco, personne ne peut avoir cet Oscar. Donc donnez-le à Coco. C'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que c'est Coco qui va l'avoir, parce que bah quasiment une fois sur deux, c'est un Disney ou un Pixar qui l'a. Après, si on parlait simplement de technique d'animation pure, j'aurais dit La Passion Van Gogh, parce que bah, c'est le plus créatif, le plus inventif, le plus révolutionnaire,
et peut-être même le plus réussi. Après, moi, j'ai pas aimé le film à cause de son scénario, donc je pense que c'est Coco qui va l'avoir. La catégorie du meilleur film animé, j'en ai vu aucun sur la liste. J'aimerais quand même dire, pour sa performance technique, visuelle et tout son côté vraiment plastique, artistique, j'aimerais que ce soit Loving Vincent qui gagne. Bien que je ne l'ai pas vu, c'est quand même un film qui innove énormément, qui apporte énormément de nouvelles choses, et c'est un film qui est mature, qui est intéressant, et qui comprend que le film d'animation ne se concentre pas que sur les enfants, qu'on n'est pas obligé de raconter que des histoires pour les gamins. Donc j'aimerais vraiment beaucoup que ce soit celui-ci qui gagne. Et je pense que ce sera le choix que feront le comité des Oscars. Pour la simple et bonne raison que c'est vraiment un film qui dénote, qui innove, et il faut pas oublier que les Oscars c'est avant tout une récompense cinématographique, et en termes purement cinématographiques, ce film-là est excellent. Je pense que c'est la catégorie où il y aura le moins de suspense, car il n'y a pas vraiment une grosse concurrence. Je pense que Coco de Disney va remporter cet Oscar. Personnellement, je trouve que ce serait un peu mérité, mais je trouve dommage qu'on n'ait pas inclus des films d'animation qui auraient pu faire une véritable concurrence, comme par exemple Marie et la fleur de sorcière sorti cette année. Pour le meilleur scénario original sont nominés The Big Sick, Get Out, La Forme de l'eau, Lady Bird et Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Meilleur scénario original, premier Oscar qui va être gagné à mon avis par Three Billboards, et il y en aura quelques autres. Pour le meilleur scénario original, on va essayer de dire Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Ça pourrait être pas mal, ça a été vraiment assez bien écrit à mon sens pour mériter un prix. Parce que quand je regarde les autres sélectionnés, à part La Forme de l'eau, il n'y a pas grand chose qui pourrait le mériter. Or, j'ai entendu des choses comme quoi La Forme de l'eau serait peut-être une adaptation non assumée. Du coup, je pense que l'Oscar ira à Three Billboards. Pour ce qui est du meilleur scénario original, pour ma part, je dirais Get Out. C'est, je pense, celui qui offre le plus d'éléments assez surprenants et assez bien foutus et qui est assez bien construit dans l'ensemble. Three Billboards a lui aussi une construction intéressante, mais je trouve que le scénario a des défauts. Donc à partir de là, oui, ma préférence ira à Get Out, qui pour moi le mérite amplement. Ouais. Dans la catégorie meilleur scénario original, je dois vous avouer que c'est la catégorie sur laquelle j'ai le plus hésité depuis le début, et qui est la plus dure d'un point de vue personnel, et d'un point de vue aussi quand j'essaye de me placer du point de vue du comité des Oscars. À mon avis, ce sera Three Billboards qui aura le prix. Mais c'est uniquement dans le cas où les Oscars suivent mon plan à moi. Donc on verra. Aussi bien je me serais trompée sur toute la ligne, mais je pense très sincèrement que Three Billboards mérite ce prix. Et je pense qu'il l'aura parce que c'est vraiment un film important, très bien écrit, d'une justesse et d'une finesse incroyable. Ça, j'ai déjà dit, je me suis déjà étalé 40 milliards d'années dessus, mais qui en plus... Vraiment, en termes purement narratifs, en termes purement d'écriture, pour moi, par rapport à Get Out et par rapport à The Shape of Water, c'est vraiment celui qui le mérite le plus. Après, Eh bien pour ma part, cet Oscar devrait revenir à La Forme de l'eau, car certes, c'est un mélange entre La Belle et la Bête et La Créature du Lac Noir, mais je trouve que le mélange se fait terriblement bien et que ça nous donne un conte tordu vraiment très appréciable. Pour le meilleur scénario adapté, sont nominés Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Mudbound, Le Grand Jeu et Logan. Meilleur scénario adapté, Call Me By Your Name. Voilà, je pense que ce film-là va être récompensé, et à mon avis, ce sera au niveau du meilleur scénario adapté. Pour mon meilleur scénario adapté, alors là c'est un cas particulier parce que je suis à peu près sûr que je ne vais pas avoir juste sur ce coup, mais c'est pas grave, c'est mon avis personnel, j'ai envie de dire Logan. Hein. Alors ça m'étonnerait fort que la cérémonie des Oscars, enfin l'Académie donne un prix pour une adaptation Marvel, mais franchement, quelle adaptation quoi, Logan, il a été sélectionné que ici, donc s'il peut obtenir son prix, ça serait formidable. Allez, on essaye d'y croire, Logan. Ben moi je vais dire Logan.
J'étais assez surpris de le trouver parmi les nominés aux Oscars, mais finalement c'est assez logique. Le scénario a parfaitement pris conscience de ce qu'était le cinéma et a parfaitement retranscrit une narration cinématographique. Et le résultat, c'est qu'on a un film assez bien construit, assez bien foutu, qui a des personnages, des enjeux, une narration totalement propre au cinéma. Donc ouais, meilleur scénario adapté, pour moi c'est Logan. Je pense très sincèrement que le film qui va remporter l'Oscar dans cette catégorie, ce sera The Disaster Artist, qui est basé du coup sur le bouquin écrit par Greg Sestero, le pote à Tommy Wiseau, qui a réalisé The Room, considéré comme étant le pire film de tous les temps. De par son implication artistique dans le côté nouveau Ed Wood, de par aussi son côté très humoristique, de par le fait que ce film a déjà une hype de fou, que le monde entier attend ce film, que Tommy Wiseau s'est pointé à la première, etc., etc. Enfin, je pense que c'est vraiment un film très très réussi de ce point de vue-là, très populaire, et à mon avis, pour moi, il n'y a pas de commune mesure, ce sera The Disaster Artist. Eh bien, ne serait-ce que pour la surprise de le voir dans cet Oscar et le fait qu'on ait vraiment fait un film de road trip avec l'histoire de base, je dirais que le meilleur scénario adapté pour moi devrait en revenir à Logan. Pour la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, sont nominés Leslie Manville pour Phantom Thread, Octavia Spencer pour La Forme de l'eau, Mary J. Blige pour Mudbound, Laurie Metcalf pour Lady Bird et Allison Janney pour Moi, Tonya. Meilleure actrice dans un second rôle, je dirais Allison Janney pour I, Tonya. Voilà, ce film aussi va être récompensé et je pense que c'est vraiment au niveau de la meilleure actrice dans un second rôle qui va l'emporter. Ça me paraît un peu évident comme prix, je vais dire. Meilleure actrice dans un second rôle. Alors là, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se démarque très nettement. Alors on va essayer de croiser les doigts pour elle. C'est Allison Janney, la mère de Tonya dans le film Moi, Tonya. Donc pour le rôle de Lavona Golden, j'avais oublié son nom. Franchement, j'ai été bluffé par sa performance, alors ça serait bien qu'elle soit récompensée. Pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, ma préférence ira à Octavia Spencer dans The Shape of Water. Déjà parce que c'est une actrice que je trouve très talentueuse et que j'aime beaucoup, et ensuite parce que elle apporte vraiment quelque chose à ce rôle, et que c'est certainement le rôle qui est le plus incarné de tout le film. Alors, en partie parce que les autres rôles n'ont pas forcément nécessité à être énormément incarnés, contrairement au sien. Elle apporte quelque chose de très intéressant au personnage. Elle est finalement la petite touche d'humanité, de sincérité et de folie au milieu du film qui fait du bien. Et moi, je trouve que ce serait parfaitement mérité, donc ouais. Pour l'actrice dans les seconds rôles, je n'ai vu qu'un seul film, là, sur toute la liste, qui est The Shape of Water. Et Octavia Spencer, qui est une actrice que j'adore, qui est formidable et qui est restée dans l'ombre beaucoup trop longtemps, qui commence enfin depuis quelques années à surgir sur le devant de la scène, elle démérite pas du tout et je pense qu'elle pourrait faire une très très bonne candidate pour le titre. Pour ma part, la meilleure performance en tant que second rôle revient à Allison Janney. Elle arrive à très bien nous interpréter un personnage à la fois détestable et très drôle, et arrive à nous donner et à tenir ce personnage tout le long du film. Du coup, pour moi, ce sera Allison Janney. Pour la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, sont nominés Woody Harrelson dans Three Billboards les panneaux de la vengeance, Sam Rockwell dans Three Billboards les panneaux de la vengeance, Christopher Plummer dans Tout l'argent du monde, Richard Jenkins pour La forme de l'eau et Willem Dafoe pour Florida Project. Meilleur acteur dans un second rôle. Là, pour moi, il y a un petit peu concurrence et ça va être assez serré entre pas mal d'acteurs, mais je vais quand même donner aussi le prix à Three Billboards. Et entre Woody Harrelson et Sam Rockwell, je pense que Sam Rockwell va l'obtenir. Meilleur acteur dans un second rôle. Alors, on va continuer dans la remise des prix de Three Billboards, qui, je l'espère, en aura plusieurs.
Mais attention, ça ne dit pas forcément ma réponse parce qu'il y a 2 rôles masculins sélectionnés dans cette catégorie qui viennent de Three Billboards, et donc je vais répondre Sam Rockwell, qui pour moi a un rôle quand même un petit peu plus charismatique que Woody Harrelson. Donc Sam Rockwell. Pour le meilleur acteur dans un second rôle, je dirais Sam Rockwell dans Three Billboards, tout simplement parce qu'il a un rôle qui pourrait vite être très mal joué, qui pourrait vite partir dans le cliché et être contre-productif. Et lui, je trouve qu'il arrive à très très bien s'en sortir dans le rôle. C'est le personnage qu'on apprend à détester, puis qu'on apprend à aimer. Donc ouais, franchement, il s'en sort très très bien. Et de toute façon, Sam Rockwell est un excellent acteur. Donc ouais, il mériterait amplement l'Oscar. Meilleur acteur masculin dans un second rôle. Je dois avouer que mon cœur balance personnellement entre 2, voire 3. C'est Sam Rockwell pour Three Billboards, Woody Harrelson pour Three Billboards et Richard Jenkins dans The Shape of Water. Bien que Woody Harrelson et Sam Rockwell soient excellents et qu'il n'y a absolument rien à redire que leur personnage soit d'une beauté époustouflante, je pense pas que ce soit eux vraiment le moteur et l'essence principale du film Three Billboards. C'est pourquoi je pense que ce ne sera pas Woody Harrelson et pas Sam Rockwell qui auront cet Oscar-là, bien qu'ils le mériteraient tout à fait, mais je ne pense pas que le comité se dirigera vers eux. À mon avis, ce sera Richard Jenkins pour The Shape of Water, qui a un rôle très émouvant, très humain, et qui, pour le coup, a vraiment un rôle primordial, essentiel au sein du film The Shape of Water. Eh bien, pour ma part, ce sera effectivement Three Billboards, les panneaux de la vengeance, mais plutôt pour Woody Harrelson que Sam Rockwell. Je trouve que Woody Harrelson arrive à nous donner un personnage bien plus attachant et bien plus subtil que le personnage de Sam Rockwell. Pour la catégorie meilleure actrice, sont nominés Sally Hawkins pour La forme de l'eau, Meryl Streep pour Pentagon Papers, Saoirse Ronan pour Lady Bird, Frances McDormand pour Three Billboards, les panneaux de la vengeance, et Margot Robbie pour Moi, Tonya. Meilleure actrice, là aussi je sens un combat intéressant entre Three Billboards et La forme de l'eau, mais là aussi je pense que Frances McDormand va gagner pour Three Billboards. Voilà, c'est vraiment le style de prestation qui marque cette année, surtout une année très féministe. Donc, pour moi, c'est pour elle. Pour la meilleure actrice, alors là c'est pas clair, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui se défendent pas mal pour ce prix. Néanmoins, Margot Robbie, quel plaisir dans Moi, Tonya. Donc, vas-y, prends ton prix, s'il te plaît. Tu le mérites. Maintenant, l'Oscar de la meilleure actrice. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment mes 2 favoris. La première, c'est Margot Robbie dans Moi, Tonya, qui s'en sort, je trouve, extrêmement bien. Et la deuxième, c'est Frances McDormand dans Three Billboards, qui elle aussi s'en sort extrêmement bien. Et je pense que c'est cette deuxième qui va l'avoir, tout simplement parce que Margot Robbie est très très bien dans Moi, Tonya. Même si je trouve que son jeu d'actrice, aussi bon soit-il, ne rend pas assez suffisamment le côté redneck authentique du personnage. Même si elle se débrouille très bien dans le rôle, elle n'y correspond pas totalement. Alors que Frances McDormand dans Three Billboards, c'est une performance du début à la fin. Elle s'en sort magistralement bien dedans. Et je pense que c'est elle qui va avoir l'Oscar. Meilleure actrice dans un premier rôle, là je dois avouer très honnêtement que quand je vois la liste des personnes nominées, j'ai un sérieux doute et j'ai vraiment du mal à déterminer, mais même d'un point de vue personnel, laquelle devrait avoir le meilleur rôle parce qu'elles sont toutes absolument excellentes, génialissimes. La seule que j'ai pas vue là-dedans, c'est l'actrice Saoirse Ronan, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui joue dans Lady Bird. Mais sinon, les autres, elles sont toutes absolument incroyables. Margot Robbie dans I, Tonya est d'une justesse effarante. Meryl Streep, c'est mon actrice préférée au monde, donc forcément, il y a le côté groupie qui parle. Même si je trouve que son rôle dans The Post n'est pas forcément celui où elle est le plus mise en avant. Je pense très honnêtement que le choix se portera sur Frances McDormand, et c'est aussi le choix que j'espère personnellement que le comité fera, parce que je trouve que dans Three Billboards, elle est d'une justesse
effroyable, effarante. Elle est très émouvante dans ce rôle d'une mère. Je sais pas, elle est extrêmement émouvante dans ce rôle d'une mère perdue à la recherche de sa fille, qui recherche la justice, la vérité à tout prix, quitte à blesser tout le monde autour d'elle, quitte à tout foutre en l'air. C'est un rôle de femme forte, combative, actuelle, féministe, engagée, politique. C'est un rôle magnifique, très humain. Et Frances McDormand, dedans, elle se surpasse encore plus qu'on ne l'avait vu de jouer dans les films des frères Cohen. Je trouve que là, elle a atteint son paroxysme. Et c'est, je pense, pour ce paroxysme-là, je pense vraiment que c'est elle qui aura l'Oscar de la meilleure actrice. Et c'est ce que j'espère aussi à titre personnel. Et bien pour ma part, la performance en reviendrait à Sally Hawkins, qui arrive à nous interpréter une muette à la perfection, en ayant bien remémorisé chacun des signes et en les reproduisant même plusieurs fois. Pour la catégorie meilleur acteur, sont nominés Gary Oldman pour Les Heures Sombres, Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name, Denzel Washington pour L'Affaire Roman J, Daniel Kaluuya pour Get Out et Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread. Meilleur acteur. Honnêtement, je vois difficilement comment Gary Oldman pourrait ne pas le gagner, donc Gary Oldman pour Darkest Hour. Meilleur acteur. Alors diantre, il y a un film que je n'ai pas vu, je l'avoue, mais je pense que je ne rate pas l'Oscar avec ce film, vu que je pense qu'il reviendra à Gary Oldman pour le rôle de Winston Churchill dans Les Heures Sombres. Pour l'Oscar du meilleur acteur, je parierais sur Gary Oldman. Tout simplement parce que son interprétation de Churchill est assez géniale, je trouve. Alors peut-être qu'une partie de mon admiration vient en effet de la façon dont il a été grimé en Churchill. Mais au-delà de ça, je trouve que son interprétation était assez spectaculaire, était assez impressionnante. Et un rôle comme Churchill, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus évident à aborder. Et lui, c'est encore magistralement bien. Donc ouais, franchement, Gary Oldman dans Les Heures Sombres, pour moi, c'est l'évidence de l'évidence. Dans la catégorie meilleur acteur dans un premier rôle, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas vu tous les films présents. Je pense très sincèrement que le comité va se diriger vers Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread. Du peu que j'ai vu dans les bandes annonces et tout, il a l'air absolument excellent au niveau de son jeu d'acteur, il a l'air vraiment grandiose, du grand Daniel Day-Lewis. Mais je pense que ça va plus être presque un Oscar d'honneur qu'ils vont lui décerner, parce que après ce film, il arrête sa carrière. Et encore une fois, je pense que ce sera plus un prix d'intérêt politique dû à l'actualité, dû au choix de Daniel Day-Lewis, qu'un prix vraiment pour sa performance, que je pense être excellente au vu de ce qui a été présenté dans les bandes annonces. Je n'ai pas vu, mais je pense qu'il y a d'autres acteurs qui sont tout aussi méritants dans cette catégorie-là, notamment Daniel Kaluuya, encore une fois, pour Get Out. Je l'ai trouvé d'une finesse, d'une justesse incroyable. Et durant la scène de l'hypnose, il est quand même absolument bluffant, de justesse, de peur, d'angoisse. Enfin, vraiment, on voit les choses à travers ses yeux, avec une justesse incroyable. J'ai pas d'autre terme pour définir ça. Enfin, je pense que Gary Oldman, dans son rôle dans, comment il s'appelle déjà, Darkest Hour, je pense que c'est vraiment un acteur qui n'a pas démérité, qui mériterait aussi d'avoir un Oscar dans cette catégorie-là, Oscar que moi j'espérerais le voir avoir, mais je suis vraiment pas sûre que le comité s'oriente vers lui. Mais voilà, pour moi, les choix se porteront, à mon avis, soit sur Daniel Day-Lewis, soit sur Gary Oldman. Pour ma part, je trouve que Daniel Day-Lewis mériterait ce prix. Non pas que je remets en cause la performance de Gary Oldman et de Daniel Kaluuya, mais je trouve que Daniel Day-Lewis arrive à nous interpréter un personnage qui a une double face aussi bien sombre que fragile. Un personnage qui tombe lentement dans la folie et qui est déjà fou de base et qui arrive à révéler une certaine faiblesse et une certaine fragilité. Pour moi, l'Oscar devrait revenir à Daniel Day-Lewis.
Pour la catégorie meilleur réalisateur, sont nominés Greta Gerwig pour Lady Bird, Guillermo del Toro pour La Forme de l'eau, Paul Thomas Anderson pour Phantom Thread, Christopher Nolan pour Dunkirk et Jordan Peele pour Get Out. Meilleur réalisateur. Eh bien cette année, je pense que le meilleur réalisateur ne va pas gagner le meilleur film. Donc pour moi, meilleur réalisateur, ce sera Guillermo del Toro. J'ai du mal à imaginer qu'on ne lui donne pas la statuette du meilleur réalisateur. Donc voilà, Guillermo del Toro, à mon sens, va gagner le meilleur réalisateur pour La Forme de l'eau. On parle maintenant du meilleur réalisateur pour lequel je vais répondre. Mini roulement de tambour inexistant parce qu'il est 2h du mat et je respecte mes voisins. On va dire Guillermo del Toro pour La Forme de l'eau. Parce que quand même, c'est pas que les autres sont en dessous. Il y a des films qui se méritent dans cette liste, mais je pense qu'il y a quand même une nette démarcation pour le travail qu'a fourni Guillermo del Toro dans ce film. C'était nettement mieux que Crimson Peak, qui pourtant était déjà, en termes de réalisation, pas trop mal. Il avait des défauts, mais je ne lui reprocherai pas la réal. Donc fidèle à lui-même, propre, un petit bijou qui mérite ça. J'allais encore dire sa panne, qui mérite son Oscar. Oscar du meilleur réalisateur, pour moi, se joue entre Guillermo del Toro et Paul Thomas Anderson. Et je pense qu'il ira à Guillermo del Toro. Voilà, parce que son travail de réalisation sur The Shape of Water est assez impressionnant. Celui de Paul Thomas Anderson aussi est impressionnant, mais il est peut-être un peu plus, disons, moins tape à l'œil que celui de Del Toro, qui a si belle prouesse dans The Shape of Water. Oui, ouais, non, clairement, Oscar du meilleur réalisateur 2018. Guillermo del Toro est bien parti pour l'avoir, je pense. Meilleur réalisateur, le choix est vraiment très compliqué. À titre personnel, j'aimerais que ce soit Christopher Nolan pour Dunkirk qui gagne, parce que j'ai trouvé Dunkirk profondément abouti, réussi, juste et incroyable dans ce qu'il mettait en place, notamment dans cette espèce de tension constante, horrible qu'on avait en permanence sur les épaules. C'est pas un film que je reverrai, c'est pas un film que j'ai eu plaisir à voir, mais c'est un film qui est abouti et réussi en tout point. Mais est-ce que Dunkirk est la claque Christopher Nolan-esque auquel il nous a habitués durant toutes ces années? Je pense pas. Ceci étant, il faudra quand même qu'il gagne un Oscar dans une catégorie, donc ce sera peut-être celle-là. Et au vu de toutes les critiques dithyrambiques qu'il y a sur ce film, au vu de l'enthousiasme général, je pense que ce sera certainement The Shape of Water de Guillermo del Toro qui sera nominé en tant que meilleur film. Et encore une fois, ça participerait à ce que je disais au début sur Get Out, de cette espèce de politique d'envie de mettre en avant le film de genre à nouveau, de vraiment lui redonner des lettres de noblesse un petit peu perdues. Je pense que si on va dans cet aspect politique-là, enfin cet aspect politique, cet aspect de défense-là, d'un certain style et d'une certaine vision artistique, je pense que The Shape of Water remportera l'Oscar du meilleur réalisateur. C'est tout le mal que je lui souhaite parce que c'est vraiment un excellent film. Eh bien pour moi cet Oscar devrait revenir à Guillermo del Toro. Comme je vous l'ai dit, il arrive à nous donner une ambiance de conte tordu en associant La Belle et la Bête avec La Créature du Lac Noir et arrive à nous donner un film à la fois repoussant et attirant comme c'est la thématique de tout le film. Et pour la catégorie meilleur film, sont nominés Get Out, La Forme de l'eau, Lady Bird, Call Me By Your Name, Les Heures Sombres, Dunkirk, Pentagon Papers, Phantom Thread et Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Meilleur film, voilà, comme je l'ai dit, je ne pense pas que Guillermo del Toro gagnera le doublé meilleur réalisateur, meilleur film. Je ne pense pas que La Forme de l'eau aura l'Oscar du meilleur film. Et à mon sens, Three Billboards va l'emporter à ce niveau-là. Et mon choix se porte sur Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance. Alors, à la différence près que ce n'est pas celui à lequel moi, personnellement, je remettrais le prix, mais comme jusqu'à présent, ce n'a jamais été le film que moi je préférais qui gagnait le meilleur film, eh bien on va partir là-dessus sur Three Billboards. C'est compliqué, l'Oscar du meilleur film, j'ai assez de mal à dire.
Je pense que The Shape of Water est bien parti pour l'avoir. Après moi, s'il devait vraiment en choisir un, je dirais Les Heures sombres. Les Heures sombres parce que c'est celui qui a la mise en scène qui m'a le plus marqué. Voilà. Le film est tenu par Gary Oldman qui a une performance assez incroyable. Le film est plutôt bien construit, l'histoire avance bien. Les effets spéciaux sont pas toujours au rendez-vous, il est vrai. Mais globalement, on passe plutôt un très bon moment devant. Je pense que c'est le film que je retiendrai le plus de la sélection. Ce que j'aimerais voir nominé dans cette catégorie, moi personnellement, en tant que meilleur film, ce serait le film Three Billboards, que j'ai trouvé absolument magnifique au niveau de son sens, au niveau de sa plastique, au niveau de sa morale, de ses messages. C'est un film qui m'a pas mal rappelé en fait le film Collision de Paul Haggis. Je pense ceci dit que le film qui va gagner le meilleur film, ça va être Get Out. Get Out déjà parce qu'il a une portée politique et on sent bien que depuis quelques années les Oscars s'intègrent de plus en plus dans une dimension vachement politique qui était quelque chose qu'avant on voyait beaucoup plus du côté du festival de Cannes. Mais maintenant les Oscars ont vraiment tendance aussi à s'ancrer dans cette dimension politique, il y a qu'à voir Moonlight l'an passé et je pense que Get Out, de par son message antiraciste qui est très actuel, qui est très important à mettre en avant, je pense que c'est lui qui va être mis en avant. Je pense que c'est un film en plus qui est d'autant plus important qu'il a une superbe mise en scène, qu'il a un jeu d'acteur absolument grandiose et qu'il se sert du cinéma de genre. Et le cinéma de genre aux Oscars, faut dire que ces dernières années on n'en a pas eu énormément d'exemples, énormément de représentants. Donc je pense que ce serait aussi l'occasion de la part du comité de sélection des Oscars de remettre cette catégorie-là en avant, de remettre un petit peu le film de genre à l'honneur et en tout cas je pense que le choix le plus sensé, le plus politique, le plus intéressant, le plus actuel, voilà, le choix, vraiment le meilleur choix qu'il puisse faire, ce serait nominer Get Out. Eh bien pour moi, et je pense que c'est là où je vais être surprenant, ce sera Pentagon Papers de Steven Spielberg. Tout simplement parce que pour moi, Pentagon Papers arrive à nous donner une histoire passionnante avec quelque chose qui n'est pas facile à aborder. Il arrive à donner un aspect majestueux et presque mystique à des événements qui seraient plutôt banals ou qui seraient d'actualité, qui ne sont pas faciles à rendre intéressants. En plus, les décors sont magnifiques, la musique est super bien accompagnante. Et honnêtement, je trouve que c'est franchement le film qui mériterait d'être catégorisé dans meilleur film. En plus, je pense qu'il a de grandes chances d'être nominé parce que c'est typiquement un film à Oscar. Donc, Et c'est ainsi que s'achèvent les pronostics de ces Oscars de 2018. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour que nous décortiquions ensemble les résultats finaux de ces Oscars et que nous déterminons le premier grand roi ou reine du YouTube ciné. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas, à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!